L'éditorial. Le croiriez-vous, le Canada a donc peur d'Haïti. Le Canada refuse de prendre la tête d'une intervention militaire en Haïti comme le lui ont demandé les États-Unis. C'est définitif après la rencontre à Ottawa du président Joe Biden et du premier ministre Justin Trudeau. Mais ce qui peut surprendre, ce sont les raisons avancées par les dirigeants canadiens. Vous n'y croiriez pas, mais le Canada a peur d'Haïti. Information publiée principalement par Radio-Canada. Écoutons. Les officiers supérieurs des forces armées canadiennes, FAC, craignent que les militaires canadiens ne soient la cible d'attaques de la part de jeunes Haïtiens, membres de gangs de rue. Une telle situation pourrait devenir explosive en cas de bavure de nos militaires, qui riposteraient aux tirs de jeunes et feraient des morts. À quoi renchérit un ancien ambassadeur canadien en Haïti, M. Gilles Rivard, censé donc être mieux au courant? Ils vont se faire tirer dessus comme des lapins. Imaginez 3 policiers canadiens qui meurent dans une embuscade. Le lendemain matin, on va demander de rapatrier les troupes au Canada. Devinez le scandale. Vous me demanderez à quoi servent alors les forces armées du Canada. En effet, les mêmes commandants ne nous disent-ils pas que leur pays n'a pas assez de troupes pour satisfaire la demande du gouvernement américain parce que toutes sont déjà engagées dans la guerre en Ukraine aux côtés de l'OTAN, Alliance Atlantique, ainsi que dans le petit pays voisin de la Russie, la Lettonie. Or que l'on sache, les troupes russes ne sont pas des soldats de plomb, donc les forces canadiennes font face aussi là au danger, même si on lutte par mercenaires interposés, comme semble-t-il c'est devenu aujourd'hui la mode. Or non seulement les gangs haïtiens font peur bien davantage, et même à des pays possédant l'armement nucléaire. Voici que dans la chaleur du débat, on en vient à apprendre que la situation actuelle en Haïti n'est pas bien différente, oui, du pays des talibans et du pire terrorisme islamique. Nous lisons en effet, pour le lieutenant général à la retraite, Steve Bose, qui a dirigé les forces d'intervention spéciales canadiennes, un combat contre les gangs actuels en Haïti ne serait pas différent d'une guerre contre les talibans. Qu'on le veuille ou non, les gangs se conduisent comme des insurgés. Il n'y a pas grande différence, dit-il. Poursuivant, ils connaissent les bidonvilles, ils connaissent le terrain, ils connaissent la ville mieux que quiconque, pour David Redpath, spécialiste en lutte anti-guérilla. Mais de plus, quelle sera l'attitude de la population locale? Réponse de Steve Bose. Je doute que la population reçoive nos forces les bras ouverts. Il y a des gens qui, pour toutes sortes de raisons, sociales ou économiques, ne voudraient pas ça. Et puis, les gangs sont mieux armés qu'ils ne l'avaient été par le passé. Vous me direz, on ne savait pas que Haïti était devenu fabricant d'armes. En tout cas, nous voici écoutant le même discours que du temps de la guerre du Vietnam, savoir que le gang haïtien d'aujourd'hui, comme le Viet Cong d'hier, est comme un poisson dans l'eau. Nous lisons en effet: je m'attends que la population haïtienne soit très docile et se laisse manipuler sous la menace par les différents groupes criminels. De plus, pour l'expert Steve Bose, il est extrêmement difficile de fonctionner dans un environnement étranger et aussi étrange peut-être, pense-t-il également aux zombies, et pendant une mission dont la durée est forcément limitée. Comment savoir qui est membre de gang, qui ne l'est pas? Ceux qui ne sont pas affiliés, mais qui subissent la pression des gangs et qui obligatoirement sont sous leur influence. Vous devez donc saturer l'endroit avec les instruments de surveillance et autres. Ensuite, au lieu que d'affronter une force supérieure, le gang a encore la possibilité de se cacher, de gagner le maquis. Ainsi donc, voici là peut-être des éléments que nous autres Haïtiens, nous n'avons jamais imaginés parce que chez nous, on ouvre le feu sur tout ce qui bouge, point.
comme dit le créole, c'est pas venir qui vous sauve ou vous n'auriez pas dû être là, s'il vous faut une traduction. Tandis que pour nos généraux et experts canadiens de la guérilla urbaine, nous citons, avec la géographie de Port-au-Prince, la capitale haïtienne, et le grand nombre de bidonvilles qui s'y trouvent, vous avez besoin d'amener beaucoup de troupes sur le terrain parce que dans cet entrelac de ruelles, couvrant un espace aussi grand, nous citons, que le centre-ville d'Ottawa, vous pouvez perdre un platoon de 30 à 35 hommes facilement et à n'importe quel angle de rue, outre que ces ruelles étroites empêchent l'utilisation des véhicules blindés, des drones et de tout l'équipement de communication nécessaire dans ce genre de lutte anti-insurrection. Or, sans la communication, il n'y a pas de lutte anti-insurrection. L'avantage pour l'adversaire dans la lutte anti-guérilla, c'est cette possibilité de disparaître rapidement dans la foule si vous n'avez pas les moyens électroniques de l'identifier. Et voici donc qui nous amène bien loin de nos bonnes vieilles traditions de confrontation politique historique, le temps des baïonnettes, n'est-ce pas, les piquets, les cacots et autres, y compris notre bon vieux vocabulaire, lui aussi historique, de Baréo, le voici, potécode, attachez-le qu'il ne se sauve, et quand c'est vraiment sérieux, le supplice du collier ou pelle et brin. Même la police haïtienne qui a changé son vocabulaire ces derniers temps, on n'abat pas un individu, on le stoppe, stoppage, stop. Aussi, premier point à signaler, on doute qu'une fois sur le terrain, les forces de police haïtiennes et les forces d'intervention canadiennes trouvent en effet pour commencer un terrain d'entente, à commencer par leur conception différente du terrain d'opération. Avec les armes modernes, dit l'expert canadien, il est plus difficile d'éviter les dégâts collatéraux, surtout dans un bidonville. Je tire sur une maisonnette, mais voilà, c'est une maison de papier. Panocaille dans bois de chêne, vous vous souvenez? Et le projectile sort de l'autre côté et fait des morts. Aussitôt s'avance une foule menaçante. Voilà, on ne peut pas ignorer ces considérations-là. Outre l'opinion générale dans la population haïtienne aujourd'hui, que ces troupes étrangères viennent aussi pour protéger un gouvernement inefficient et corrompu. Eh bien, c'est donc fort de toutes ces considérations que le Premier ministre Pierre Elliott Trudeau, qui recevait, comme on sait, vendredi, le président américain, a dû finalement trancher pour une aide de 250 millions de dollars et de l'entraînement pour la police nationale d'Haïti. Cependant qu'à ce propos, avec ces 250 millions, les autorités haïtiennes pourraient, elles aussi, engager une armée de mercenaires professionnels pour résoudre le problème, comme le fait le président russe Vladimir Poutine dans la guerre en Ukraine avec le bataillon Wagner, mais comme aussi, dit-on, font le Canada et les États-Unis qui auraient également recours à des mercenaires et dans la même guerre. Mais ce n'est pas fini. Les responsables canadiens ont fait une autre proposition qui nous a fait tiquer quelque peu. Oui, c'est dans une dépêche qui cite encore l'ancien ambassadeur du Canada en Haïti, M. Gilles Rivard. Nous citons « Le Canada consulte par ailleurs d'autres pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie, notamment le Rwanda, qui pourraient contribuer à la formation des agents de la police nationale d'Haïti. » Ah, noir pour noir. Ainsi, oui, il leur serait plus facile de disparaître dans les bidonvilles de Port-au-Prince, comme un poisson dans l'eau, n'est-ce pas? Noir pour noir. Mais voilà, nous ne pensons pas que les réflexions de nos amis canadiens voulaient aller jusque-là. Et puis une dernière remarque, il semble que, contrairement à ce que voulait le président Biden, le dossier Haïti a fini par dominer son sommet avec le Premier ministre du Canada. Maudit Haïti, n'est-ce pas?